qui est de la pure instrumentalisation. William Tay, on vient de voir un panneau, il y avait écrit « Louis, l'État est complice de sa mort ». Moi, je pense qu'il y a une difficulté majeure dans toutes les affaires de faits divers qui sont retranscrites, c'est qu'à chaque fois, les Français réagissent favorablement parce qu'il s'agit d'un drame, mais aussi parce qu'en fait, il y a de la pensée de plus en plus de Français qui se disent « ça n'aurait pas dû arriver ». Et en fait, cette rhétorique revient de plus en plus en disant l'État est responsable parce qu'à plusieurs moments, il y a eu une faille. Il n'a pas su protéger nos enfants. Soit potentiellement une faille de la SE, soit potentiellement une faille de certains juges, soit potentiellement des failles de gendarmerie. En fait, prenez tous les faits divers, il y a ce fait qui revient en disant c'est la responsabilité de l'État parce qu'à un moment, l'État, dans sa chaîne d'organisation, a failli. Et donc, les Français se disent, comme on a essayé une partie de la gauche, on a essayé la droite, on a essayé maintenant le ni de gauche ni de droite, enfin le de gauche et de droite, et ils se tourneraient potentiellement, comme le montrent les enquêtes d'opinion, vers le Rassemblement national. Et c'est ça le risque en fait. C'est pour ça que moi je pointais le même risque qu'en 2002, avec le fait que, comme Jospin avait dit, en matière de chômage, l'État a tout fait, vous avez un risque qu'en matière de sécurité, l'État a tout tenté et il a failli, et donc il se tourne vers une offre qui est beaucoup plus radicale. Mais par contre, là où je pouvais rejoindre une partie des propos de Mathieu Slamas sur l'amalgame fait par Éric Zemmour entre l'immigration et les Français, il y a quand même des erreurs dans ce que vous dites. Premièrement, vous dites que Éric Zemmour ou la droite ou l'extrême droite choisit ses faits divers. Enfin, la gauche le fait aussi et le centre le fait aussi. En fait, tout le monde choisit ses faits divers pour essayer de coller à son récit politique et pour essayer de coller au récit qu'ils veulent donner, aux idées politiques qu'ils ont. La deuxième chose, c'est ce que vous dites entre le lien entre sécurité et immigration. Il ne faut pas se tromper. On n'a pas de statistiques montrant sur les questions des origines ethniques parce que les statistiques sur les origines ethniques sont interdites en France. Elles n'existent pas. Par contre, vous avez des chiffres qui ont été donnés par la préfecture de police de Paris et d'Île-de-France qui montraient que les étrangers, donc ceux qui n'avaient pas la nationalité française, étaient surreprésentés dans les crimes, dans les délits, dans les agressions dans les transports en commun et dans les condamnations. Donc, à minima, il y a un lien entre étrangers et surreprésentation dans la délinquance et dans la criminalité. Ça a été prouvé par des statistiques qui ont été faites par le ministère de l'Intérieur et la préfecture de police. William Tay, sur cette même question de l'excuse de minorité, on parlera juste après de l'aide sociale à l'enfance. De plus en plus de politiques, et ça va jusqu'à la proposition de loi de Gabriel Attal qui avait été déposée l'année dernière, veulent remettre en cause l'excuse de minorité. Et pourquoi est-ce qu'ils veulent le faire ? C'est pas uniquement parce qu'ils veulent une société qui est plus dure, c'est que le politique doit adapter le droit à l'évolution de la société. Or, nous, on a sorti plusieurs études, notamment une dernière portant sur l'évolution des émeutes urbaines entre 2005 et 2023. Et ce qu'on a vu notamment, c'est que le profil des jeunes était beaucoup... Et ils avaient perdu 10 ans, en fait. Perdu 10 ans, c'est-à-dire C'est-à-dire que les jeunes qui commettaient des émeutes urbaines en 2005 avaient aux alentours de 20 ans. Là, maintenant, ils ont 10 ans de moins. Ils avaient 12-13 ans, entre 12 et 15 ans. Et quand vous regardez l'évolution des faits divers, c'est que vous avez de plus en plus de condamnations, et notamment des interpellations qui concernent des adolescents. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est démontré également par le rapport de la CIA, Le Monde en 2040, qui montre qu'en fait la société est de plus en plus polarisée et de plus en plus radicalisée. Ça veut dire que vous avez C'est-à-dire que la violence extrême est de plus en plus jeune. C'est-à-dire que les jeunes deviennent de plus en plus violents et dans les actes qu'ils commettent sont de plus en plus radicaux. La question maintenant, c'est qu'est-ce que vous faites ? Vous avez une partie qui concerne la prévention et notamment l'éducation, mais aussi l'éducation familiale. Mais l'État doit répondre sur les deux volets. Un volet qui est préventif, et réformer l'éducation ne va pas prendre uniquement 1 ou 2 ans. Donc les politiques, pour y répondre immédiatement, parce qu'il y a une pression de l'opinion publique de plus en plus forte de répondre immédiatement à ce type d'évolution, c'est le moyen de la justice et le moyen de la condamnation. Maintenant, vous avez une difficulté. Moi, je pense que ça va être un véritable problème, notamment en termes de réflexion. C'est-à-dire que, effectivement, condamner un jeune de moins de 18 ans, est-ce que c'est le meilleur moyen, d'une part, pour le réinsérer dans la société, premièrement. Deuxième point, est-ce que c'est le meilleur moyen pour faire ce qu'on appelle une peine de dissuasion ? Ça veut dire, est-ce qu'un jeune qui sera condamné va éviter d'autres jeunes de commettre des faits qui sont similaires ? Ça va être la deuxième réflexion. Et la valeur de l'exemple. La valeur de l'exemple. Je ne sais pas encore à ce stade si ça va marcher ou pas. La troisième, c'est ce que les peines en droit français sont adaptées en fait à ça. Et donc ça va être tout ce type de réflexion qui doit être fait. Mais très clairement, si aujourd'hui vous interrogez les Français sur qu'est-ce qu'il faut faire, ça a été fait en juin 2026. D'une part, les Français n'ont pas confiance dans la justice. Et quand vous leur demandez qu'est-ce qu'il faut faire entre faire des peines plus sévères ou renforcer l'éducation, une très grande majorité d'entre eux demandent des peines qui sont plus sévères. Bon, ce que vous dites est faux. Parce que vous prenez les chiffres depuis 45 en disant depuis 45, non, mais pas depuis les années 80-90. La criminalité baisse. C'est vrai. Depuis 45, on a eu un pic jusqu'à 70-80. Ensuite, après, la criminalité a baissé jusqu'au début des années 2000. Et depuis les années 2000, ça remonte. Et c'est ça la difficulté. Parce qu'en fait, la société n'est plus la même que dans les années 80 et dans les années 90. Et ça va faire le lien avec l'autre sujet qui concerne l'aide sociale à l'enfance. Le monde qu'on a imaginé sur l'aide sociale à l'enfance vient d'un monde post-45 où l'éducation n'était pas forcément la même. Premier point. Deuxième point,
Ça a été vécu dans un monde avec une société de famille idéalisée. Ça veut dire qu'en fait, les enfants grandissaient avec très peu de divorces. Et en fait, cette société n'est plus adaptée parce que vous avez maintenant des couples qui sont de plus en plus séparés, des parents seuls, des parents isolés. Et donc, quand vous regardez l'évolution de la société, notamment des livres qui ont été écrits sur la génération Z ou la génération d'après, vous voyez notamment qu'il y a deux choses qui sont marquantes. D'une part, il y a un problème d'éducation parce que c'est plus compliqué d'éduquer son fils ou sa fille quand on est seul que quand on est à deux. Et deuxième point, c'est que la génération est plus dépressive. Et c'est-à-dire qu'il y a des études qui montrent ça. Donc moi, je pense qu'il y a deux sujets qui sont posés. C'est sur la question des adéquations des moyens portés sur l'ASE avec l'évolution de la société. Et l'autre sujet qui est soulié, c'est la question de la santé mentale. Et en fait, trop souvent, on a oublié ces deux sujets-là. On a gelé les budgets. Là aussi, des parents pauvres. Des parents pauvres. Parce qu'en fait, on a gelé les budgets dans un monde qui collait dans les années 70 et 80, mais qui n'est pas adapté à la société actuelle. Et je pense qu'inévitablement, au vu de l'évolution de la société, comme sur l'évolution de ce que je disais sur la délinquance, inévitablement, le politique doit y répondre. La difficulté qu'ils ont, à la différence de l'ASE et sur les moyens de justice, c'est que augmenter les peines de prison ou lever l'excuse de minorité, ça coûte zéro. Augmenter les moyens de l'ASE ou augmenter les moyens de psychiatrie, ça coûte très cher et le contexte budgétaire n'est pas exactement le même. La droite est capable de poser les termes du débat sans partir dans un populisme absolu ? Je pense que la droite est en difficulté parce qu'ils n'arrivent pas à trouver une réponse qui ne soit pas la même que celle du Rassemblement national. Je vais répondre aux deux, comme ça je vais répondre sur Éric Zemmour. En 20 secondes. En 20 secondes. Alors Zemmour, moi je pense que ce qu'il se dit, c'est qu'en fait il se dit que le Rassemblement national veut se normaliser, qu'il y a un espace à prendre plus à droite que le Rassemblement national et donc il va essayer de capter la colère profonde des électeurs du Rassemblement national. Sur la droite, je pense que ce qu'ils doivent se rappeler, c'est que quand Nicolas Sarkozy siphonne Jean-Marie Le Pen, il ne le fait pas sur les thèmes migratoires, il le fait sur les thèmes de l'identité. Donc la droite doit trouver sa propre réponse, non pas en reprenant les mots du Rassemblement national, mais en reprenant sa propre solution par rapport à des mots qui existent dans la France. William Tay, on nous avait promis un discours très personnel, on a eu vraiment une première partie, une moitié au moins de discours sur ses racines, sur sa famille, sur d'où il venait, vraiment un discours comme promis très personnel. Oui, en fait, ce qu'il a essayé de faire, c'est d'expliquer quel était son parcours et pourquoi il avait cette ligne politique-là pour porter sur la méritocratie et l'école. Et je pense que c'est là où il était intéressant, c'est qu'en fait, il a essayé de porter, de dire, voilà ce qui je suis, voilà pourquoi je crois en ça, et voilà où je vais aller. Parce qu'en fait, s'il annonce ces mesures aujourd'hui, ça va être compliqué pour lui de rallier Attal et Retailleau parce qu'il faudra qu'il négocie avec eux des mesures techniques. Or, ce qu'il a besoin de montrer aux Français, c'est sur quel cap il veut aller. Il avait promis un programme massif en avril, il ne l'a pas dévoilé, je pense qu'il avait raison de ne pas le dévoiler parce que ça aurait été risqué politiquement, mais il devait expliquer à tous les électeurs et à tous les cadres qui avaient des doutes où est-ce qu'il doit aller, quelle est sa stratégie de campagne. Le deuxième point sur lequel moi je pense qu'il a réussi son point, c'est qu'en fait il devait tourner la page du doute porté sur Mini Juppé ou Alain Juppé 2. Et quel était le problème d'Alain Juppé ? C'était porté sur deux choses, c'était qu'il était sérieux et chiant. Lui, il a montré qu'il était sérieux, mais il était moins chiant qu'Alain Juppé. Désolé de le formuler comme ça, mais c'est plus simple. Et deuxième point, c'est qu'il était dans la maîtrise, mais malgré tout, il se laissait des marges de manœuvre. Alain Juppé, c'était droit dans ses bottes et il ne bougeait jamais. Lui, il montre qu'il a un cap et qu'il est capable de varier en fonction des circonstances, et ça, et d'être créatif. Donc je pense que c'est les deux conditions qu'il avait et qu'il a réussi. Et troisième point, là où j'étais plutôt surpris, c'est qu'il avait plus d'enthousiasme que pensé et animé, dans la mesure où il y avait beaucoup d'applaudissements, ce qui était plutôt surprenant venant de lui. Au revoir. Une semaine plutôt réussie pour Édouard Philippe. Ce meeting, il vient conclure une belle semaine avec notamment Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement qui l'a rejoint, et évidemment cette main tendue de Laurent Wauquiez il y a quelques jours. Oui, parce qu'en fait, il montre qu'il arrive à attirer des gens à la fois provenant de Renaissance, donc de chez Gabriel Attal, et en même temps des Républicains provenant de Bruno Retailleau. Et donc, le meeting étant plutôt réussi, il approche l'été plutôt dans de bonnes conditions et comme favori du bloc central. D'une part parce qu'il a une dynamique de campagne à la différence de Attal et de Bruno Retailleau, et aussi parce qu'il a deux avantages structurels qu'il a consolidés, je pense, aujourd'hui. Un, pourquoi est-ce qu'il est devant Attal et Bruno Retailleau ? Parce qu'il a une meilleure stature présidentielle. Les gens l'imaginent plus, en raison de son allure, de son passé comme Premier ministre. Dans les enquêtes d'opinion, les Français qui sont interrogés disent Édouard Philippe a plus de capacité présidentielle que Attal et Bruno Retailleau. Et l'autre point, et je pense qu'il va le consolider en étant le candidat du Rassemblement, comme vous l'avez évoqué, c'est qu'en fait, il apparaît comme le meilleur candidat du bloc central pour épargner un duel Mélenchon-Bardella et surtout gagner au deuxième tour. Et tant qu'il arrive à maintenir ces deux conditions et surtout instaurer une dynamique, donc dire à ses électeurs et aux cadres « je vais gagner, je suis le meilleur capable de gagner », vraisemblablement, il se poursuivra et il sera le candidat soit unique, soit favori du bloc central.